donc sur la Nièvre. Et FAIT, c'est une association qui mène des actions pour faire progresser l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Et nous avons diverses actions sur la mixité des formations et des métiers. Et le carrefour des carrières au féminin que nous organisons habituellement en présentiel en fait partie. Donc, nous avons transformé cette manifestation annuelle en une série de web rencontres. Voilà, et c'est dans ce cadre que l'on vous accueille cet après-midi. Nous avons choisi de vous présenter des métiers encore peu féminisés tout au long de la semaine. Et donc, cet après-midi, c'est le secteur de la sécurité. Donc, je vous propose quelques chiffres pour vous montrer que l'on n'a pas encore atteint la mixité dans ce secteur, même s'il faut souligner une évolution très notable. Donc, les femmes, elles représentent 23% dans l'armée de l'air, elles sont 14% dans la marine nationale, 14%, et 10% dans l'armée de terre. On retrouve 28% de femmes dans la police nationale, 20% dans la gendarmerie, et chez les pompiers, elles ne sont que 16% des effectifs, donc pompiers volontaires et professionnels confondus, et 4% de sapeurs-pompiers militaires. Donc, nous avons la chance cet après-midi d'avoir 6 professionnels et donc de pouvoir découvrir 6 métiers différents. Juste avant de passer à la présentation des métiers, 3 petites précisions. Donc, n'oubliez pas que vous avez le chat qui vous permet de d'écrire des questions. Vous pouvez aussi lever la main si vous avez des questions et que vous voulez parler. Donc, je vous donnerai la parole à la fin de chaque présentation ou à la fin de toutes les présentations. Autre chose, donc parmi nous cet après-midi, Madame Galvin-Gauthier, qui est conseillère d'orientation, à qui vous pourrez également poser des questions. Et puis en fin de session, donc Clémence, qui m'aide sur le plan technique et logistique, mettra dans le chat un lien sur lequel vous êtes invité à cliquer. C'est un questionnaire de satisfaction. Ça ne prend que 2 ou 3 minutes. Hein. C'est très, très court, mais c'est aussi très important pour nous d'avoir votre retour. Donc, eh bien, je vous propose de commencer. Je vais donner la parole à Madame Charrier, qui est commandant chez les sapeurs-pompiers. Madame Charrier, on vous écoute. Bonjour et on ne vous entend pas. Ah, j'espère que vous m'entendez bien. Pourtant, j'ai mis le micro. Vous m'entendez là? C'est juste. Si je parle plus fort, alors je vais parler plus fort. Est-ce que ça va mieux? C'est très bien. Très bien. Alors, je vais vous parler à la fois de l'activité et de la profession de sapeur-pompier, puisqu'en fait, sapeur-pompier, c'est à la fois une profession pour ceux qui sont sapeurs à officiers professionnels et dont c'est le métier. Et puis, c'est aussi une activité, puisqu'en fait, notre profession se repose sur une grande partie de sapeurs-pompiers volontaires, qui sont des gens qui ont une activité professionnelle, une vie de famille, mais qui donnent du temps pour aller se former et aller aider les autres au cours des interventions. L'ensemble de nos personnels, qu'ils soient pompiers professionnels ou volontaires, sont formés dans chaque département pour pouvoir acquérir toutes les bases pour pouvoir effectivement intervenir en sécurité et apprendre toutes les mesures à prendre sur les interventions, quelles qu'elles soient. Alors effectivement, c'est une profession qui se féminise de plus en plus, mais qui n'était jusque-là pas très très féminisée. Moi, je suis officier de sapeur-pompier, officier supérieur, un grade de commandant. Effectivement, je suis la seule au niveau du département. Depuis 2 ans, on a eu un petit peu plus de filles qui sont rentrées lieutenant en passant par le rang, effectivement, qui sont passées de sous-officier à officier. Et voilà, on commence à en avoir quelques-unes, mais pas beaucoup. Et puis, heureusement, au niveau de l'activité de sapeur-pompier volontaire, on a de plus en plus de filles. On arrive à vraiment des beaucoup plus gros pourcentages de filles, de l'ordre de 25% dans les casernes, dont les premières femmes officiers volontaires aussi, et les premières femmes chefs de centre. Donc voilà, c'est une profession qui progresse doucement, mais un peu quand même. Alors, qu'est-ce que fait une femme, qu'elle soit sapeur ou officier? Elle intervient au bénéfice des autres, donc que ce soit dans le cadre volontaire ou professionnel, mais puisqu'on est là pour parler des professions, donc voilà, je vais vous décrire un petit peu ce qu'on fait. Donc, quelqu'un qui rentre sapeur-pompier professionnel, qu'il soit homme ou femme, de toute façon, il est recruté pour faire exactement la même chose. Donc, qu'on soit un homme ou une femme, on va passer les mêmes épreuves, on va passer les mêmes formations et on interviendra sur les mêmes
type d'intervention, c'est-à-dire que les femmes feront du secours à personne, de l'incendie, monteront à l'échelle, la conduiront, iront faire des équipes, participeront aux équipes spécialisées. Il n'y a aucune restriction par le fait d'être une femme, donc il faut vraiment s'ouvrir à tout ce qui est possible. Et comme c'est un métier quand même assez formidable où on ne sait jamais dans la minute qui suit ce qu'on va faire, c'est un métier qui est vraiment agréable pour ça parce qu'il y a toujours une part d'imprévu. Et c'est quelque chose, quand on se lève le matin pour aller travailler, on sait que voilà, notre journée, elle est prévue, mais elle risque d'être complètement désorganisée. Et ça, quelque part, c'est un petit bonheur aussi de se dire que voilà, je pars, mais je ne ferai pas la même chose tout le temps. Et c'est quand même intéressant. Alors, comment on rend sapeur-pompier professionnel Tout simplement, il faut avoir le brevet des collèges en diplôme minimum, puisqu'en fait, pour rentrer dans la profession, il faut passer un concours de la fonction publique du niveau 3e. Et donc, ce concours de la fonction publique est ouvert à tous ceux qui ont au moins 18 ans et qui ont le brevet des collèges comme diplôme minimum. Alors, c'est bien le diplôme minimum. On a beaucoup de personnes qui passent le concours avec des bacs plus 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est ouvert vraiment à tout le monde. Donc, une fois qu'on a passé le concours et qu'on l'a obtenu, c'est-à-dire qu'on est inscrit sur la liste d'aptitude du département, mais qui est valable au niveau national, il suffit de postuler sur un emploi de sapeur-pompier quand c'est ouvert. Et le département qui recrute la personne la forme pour pouvoir lui donner tout ce qu'il lui faut pour intervenir. Donc ça se passe au niveau sapeur. Au niveau officier, donc pour les gens qui passeraient des bacs plus 3, 4, 5 et qui pourraient rentrer dans la profession directement au niveau officier, il y a pareil, c'est un concours de la fonction publique, donc à un niveau un peu plus élevé. Et donc, il y a aussi une inscription sur une liste d'aptitude. Et après, on cherche un emploi dans un département pour être embauché et après avoir cette formation aussi d'officier, donc là, pour faire de l'encadrement. L'encadrement, donc effectivement, en tant qu'officier, on est responsable de l'encadrement d'équipes, de centres, de groupements fonctionnels ou territoriaux, donc avec de plus en plus de monde à gérer ou des choses bien particulières. Hein. Pour ma part, j'ai été chef de groupement territorial sur la moitié du département où je suis. Après, j'ai été au groupement technique où là, j'achetais des véhicules, je prévoyais la construction des casernes, l'entretien, l'achat de toutes les tenues pour les pompiers quand ils rentrent, tout le matériel qu'on met dans les camions, tout le matériel de protection. Voilà, c'était très vaste. Hein. Puis ensuite, j'étais à l'opération où là, j'étais responsable du centre qui reçoit et traite les appels 18. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est. On ne vous entend plus, Madame Charrier. Le micro s'est coupé, pardon. Oui, ça y est. C'est une profession qui permet effectivement de faire des choses complètement différentes. Pardon, je suis coincée. Excusez-moi. Et puis de trouver surtout des voies qui intéressent chacune d'entre nous. Puisque celle qui s'intéressera plus à un secteur pourra tout à fait postuler dans ce secteur en attendant de trouver un autre poste, de monter en grade et de pouvoir se faire plaisir dans la profession. Pour les filles, c'est une profession qui est effectivement parfaitement adaptée à une vie de famille en étant une femme. C'est pas pire que d'être infirmière et travailler de nuit ou travailler en 3-8 dans des usines ou d'avoir un métier où on travaille le week-end, je pense à la restauration. On arrive tout à fait à calquer une vie de famille sur cette profession. Hein. Moi, à titre d'exemple, je suis maman de 3 enfants. Donc voilà, c'est effectivement c'est un petit peu d'organisation, mais je dirais comme toutes les femmes qui travaillent, il y a vraiment rien de différent par rapport à quelqu'un qui fait un choix professionnel et puis qui s'intéresse à son métier et puis qui doit tout faire à la fois. Donc voilà. Il faut savoir aussi que nous, pour celles qui rentrent au niveau sapeur, donc au niveau le plus bas, ça permet une progression d'année en année. Et beaucoup de nos sapeurs qui sont devenus sous-officiers ont passé les concours d'officiers et peuvent maintenant accéder à des postes de responsabilité ou alors, pour celles qui le veulent, avoir fait des études et rentrer directement au grade d'officier.
même en tant qu'officier. Donc, outre la gestion quotidienne, effectivement, on a des permanences sur des fonctions opérationnelles. Et donc, à ce moment-là, on quitte tout ce qu'on fait pour aller gérer une opération de secours d'ampleur. Mhm. Officier, on est appelé sur des plus grosses interventions. Mais voilà, c'est aussi le côté impromptu qui permet effectivement d'avoir un petit peu de bonheur aussi à pouvoir s'engager plus précisément, plus profondément sur des actions de secours qu'on pratique moins à notre niveau, mais sur l'encadrement des actions de secours. Et donc, voilà, il faut savoir aussi que c'est une profession qui est très valorisante parce que très valorisée. Les sapeurs-pompiers ont toujours bonne réputation auprès de la population et donc, effectivement, notre intervention est toujours attendue. Et c'est vraiment aussi, voilà, ça donne une bonne estime de soi de faire une profession dont on sait que les gens nous seront reconnaissants de les avoir aidés. Et voilà, mais là, vraiment, je fais un focus particulier sur cette profession qui n'est pas encore très féminisée, mais qui est vraiment, vraiment quelque chose, une profession auquel les filles peuvent s'intéresser. C'est pas une question des gros bras. On apprend toutes les techniques pour se préserver et travailler. C'est un travail d'équipe, donc malgré la difficulté de certaines actions, effectivement, on n'est jamais tout seul pour les faire. Et en fait, ça permet à toute fille de pouvoir y participer pour peu qu'elle soit un petit peu sportive et puis qu'elle entretienne, qu'elle développe son capital physique et qu'elle se donne à fond dans sa profession, comme dans toutes les professions, je dirais. Voilà, au niveau salaire, quelqu'un qui rentre au niveau sapeur va avoir un niveau de salaire d'environ 1500 euros par mois. Alors, après, on a des primes, hein, alors ça varie. Un sous-officier qui a un petit peu une vingtaine d'années derrière lui sera plutôt autour de 2200 euros. Et puis au niveau officier, les officiers commencent autour de 2000 euros selon grade, avec toujours une progression des salaires au fur et à mesure de la carrière. Voilà pour une présentation rapide et globale. Non, c'est très très bien, très complet. Moi, j'aimerais savoir, Madame Charrier, à quel moment vous avez eu l'envie de vous tourner vers cette profession? Qu'est-ce qui en a donné envie? Comment vous l'avez découverte? C'était une histoire de famille, Ah, puisque mon grand-père, mon papa étaient pompiers volontaires. Donc j'ai commencé en tant que sapeur-pompier volontaire. Donc moi j'étais étudiante, mais dans une activité voilà, de sapeur-pompier volontaire. J'avais même jamais eu l'envie d'être pompier professionnel. Et là justement c'est un discours que je fais passer aussi au niveau des filles quand je participe à des forums. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter non plus à juste son envie, il faut surtout s'ouvrir aux opportunités. À la fin de mes études d'ingénieur, j'avais un doute sur mon projet professionnel et à ce moment-là, on m'a proposé de passer le concours d'officier professionnel. Et du coup, je l'ai tenté en me disant, bah voilà, ça va m'ouvrir les portes. Et puis je l'ai eu. Donc après, j'ai été rapidement embauchée parce qu'il y avait des besoins. Et puis voilà, j'ai continué ma carrière dedans. Voilà, c'était pas forcément mon envie, c'était pas d'être officier de sapeur-pompier ni même pompier professionnel au départ. Je regrette pas le choix que j'ai fait puisque c'est un choix qui m'a permis d'apprendre plein de choses et de découvrir autant la gestion financière que la gestion humaine, que l'opérationnel, que le technique. Et c'était vraiment très très enrichissant jusque-là et j'en apprends encore tous les jours sur le job. Donc, voilà, c'est quelque chose voilà, que je connaissais déjà en fait. et j'ai une question d'une personne qui est connectée qui demande à partir de quel âge on peut être jeune sapeur-pompier? Ah oui, alors les jeunes sapeurs-pompiers, donc c'est des jeunes qu'on prend à partir de 13 ans. Qui D'accord. sont formés sur 3 ans, ce qui les emmène à 16 ans, puisqu'en fait, on peut devenir sapeur-pompier volontaire à partir de 16 ans et 18 ans pour rentrer professionnel. Mais les jeunes sapeurs-pompiers, effectivement, ce sont des sections de jeunes qu'on ouvre à partir de 13 ans et qui viennent le mercredi après-midi, le samedi après-midi pour pendant 4 heures faire du sport, apprendre les techniques incendie, secourisme, faire un peu de civisme aussi. Et donc, une fois qu'ils ont fini leur cursus de 3 ans, ils peuvent passer le brevet de cadet qui leur permet en fait de valider leur formation et qui leur permet aussi de rentrer sapeur-pompier volontaire en ayant déjà leur formation, une grande partie de la formation qui leur sera dispensée sinon en tant que pompier volontaire. Donc 13 ans, nous on les prend à partir de 13 ans.
Très bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose, Madame Charrier, Non, ou mais je reste vous en avez ligne. S'il y a fait... des questions, j'y répondrai avec plaisir. Voilà. Euh, Je coupe et puis je laisse la parole à la suivante, mais je reste en ligne comme ça. oui, Si, juste la même personne qui demande pour les jeunes sapeurs-pompiers ou dans le 58, mais alors, Madame dans, Charrier est sur le 89. moi, je suis dans le 89, mais normalement, c'est le même âge. En fait, il faut se renseigner au niveau de la direction départementale du service d'incendie et de secours qui est à Nevers, il me semble. Et puis, ou dans le centre de secours le plus proche de son domicile, puisqu'en fait, on prend les jeunes en général le plus proche de chez eux pour qu'après, à terme, ils puissent rentrer volontaires au plus proche de chez eux. Donc, se renseigner, ça dépend peut-être aussi du nombre de jeunes sapeurs-pompiers qui prennent par section, parce que ça dépend aussi du taux d'encadrement qu'on a pour les encadrer. Donc, ça peut être un petit peu plus jeune ou juste à 13 ou 14, mais voilà. Normalement, ça fait 13 ans, 16 ans, et 16 ans, on leur propose de rentrer pompier volontaire. Donc voilà, il faut se renseigner au centre de secours le plus proche de chez soi. Donc celui de Cône, en l'occurrence, Madame, si vous êtes de Cône. Non. Ok. Elle va écrire quelque chose, je crois. Ah, ben ici, à Cône, il y a bien un centre de secours de pompiers, mais... Alors, à Cône, on habite juste à côté, mais à Cône, oui. ils ne prennent pas de JSP pour le moment. Ils nous renvoient soit sur Sancerre dans le 18, Oui. ou alors sur Saint-Amand, en Puisaye. Donc, dans les deux cas, on est à 20 km et à Cône, c'est la plus grande ville et il n'y a pas pour le moment. D'accord. Donc, je sais que notamment il y en avait, mais voilà. Sinon, après, on en a dans Lyon, nous, on en a à Vallon et puis en Puisaye. D'accord. Voilà, ça pourrait intéresser. Merci beaucoup, Madame Charrier. On va vous libérer du coup, parce que merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et puis, s'il y avait d'autres questions, ben voilà, je pourrai toujours vous contacter et avoir une réponse un peu plus tard. Merci en tout cas. Merci à vous. Alors du coup, ben, je vais passer la parole à Madame Anchizy, qui est informaticienne embarquée et qui va nous présenter son métier. Bonjour à toutes. Comme le disait Madame Lavise, moi je suis informaticienne embarquée dans la WOX. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un avion radar. Je vous ai mis une petite affiche là derrière. Mais on y reviendra. Je vais déjà commencer par retracer rapidement mon parcours. Et puis je répondrai à vos questions sur la WOX en particulier si vous le souhaitez. Donc moi je suis entrée dans l'armée de l'air, ça fait maintenant 12 ans. Je suis rentrée en 2008, juste après avoir obtenu mon DUT, ma licence pro à l'UT d'Annecy. Je me suis engagée comme officier sous contrat. Donc officier sous contrat, c'est un statut particulier que les armées proposent pour les jeunes qui ont entre 21 ans et 30 ans et on va dire au moins un bac plus 3. Et donc, vous avez les annonces, on va dire, sur les sites de recrutement des armées. Et puis, vous postulez avec CV, lettre de motivation. Et puis, vous montez vos dossiers, on va dire, en lien avec ce qu'ils appellent des CIRFA, c'est les centres d'information de recrutement des forces armées. Et puis, après, vous passez différents tests, on va dire, de sport, d'anglais, et un entretien d'embauche avec celui qui sera aussi votre futur chef. On va dire, ça permet directement de rencontrer ces futurs chefs et ceux qui choisissent après leur candidat pour le poste, on va dire, qui est proposé. Donc après, on fait 3 mois de classe. Donc pour les officiers dans l'armée de l'air, c'est à Salon-de-Provence. Donc pour les classes, c'est un peu, je vais dire, comme on voit à la télé, hein, clairement, c'est beaucoup de sport, on dort sur le terrain, on fait du tir, etc. Mais on apprend vraiment les rudiments, on va dire, du métier de militaire, puisque finalement, notre spécialité, on l'a déjà de par notre bac plus 3 minimum, en fait. Donc ça permet finalement aux armées d'avoir quelqu'un qui est apte à tenir son poste assez rapidement, puis on lui rajoute un petit peu le vernis militaire. Donc après les classes, moi j'ai tenu un premier poste, on va dire, sur la base aérienne de Bretigny, donc c'était en informatique plus classique. J'étais chef de division, j'avais 17 sous-officiers sous mes ordres. Alors du coup, moi je suis rentrée à tout juste 21 ans. Donc c'était rigolo parce que même le plus jeune de mes sous-officiers était plus âgé que moi. Du coup, c'est assez formateur de gérer des équipes tout de suite. Mais
après, je pense qu'on prend vraiment l'habitude, on ne se doit pas travailler autrement qu'en équipe. Donc, voilà. Après, j'ai tenu différents postes, même sur la base aérienne de Villacoublay. Et puis, depuis maintenant 2015, je suis arrivée sur la base aérienne d'Avord, où sont stationnés du coup les quatre AWACS que possède l'armée de l'air. En fait, voilà, du coup, c'est, on va dire, on a d'un côté un poste au sol. En fait, j'ai d'abord commencé au sein de l'escadron. J'étais d'abord uniquement employée au sol. J'étais chef d'équipe, encore une fois. Et eux, leur responsabilité, c'était notamment de faire tout ce qui était soutien des systèmes informatiques qui touchaient de près ou de loin à la WACS. Et puis en 2018, on m'a proposé de faire également la formation pour intégrer les équipages. Donc cet avion, en fait, c'est, on va dire, quelque part une sorte de tour de contrôle volante. Donc à l'avant, il y a les pilotes, évidemment, et à l'arrière, on a tout ce qui est contrôleur pour les opérations aériennes, opérateur de surveillance aérienne aussi. En fait, cet avion radar, il capte une situation, on va dire, sur un certain rayon. Et ça permet de voir aussi bien les avions, les bateaux, etc. Et donc, en fonction des informations qui sont captées, on va pouvoir, par exemple, diriger des avions de chasse, par exemple, qui peuvent aller faire des missions de reconnaissance photo, du combat aérien, etc. Donc, d'informaticienne, je me suis retrouvée à faire informaticienne embarquée, puisque moi, mon rôle, du coup, c'est une fois qu'on a décollé et qu'on a les conditions techniques qui le permettent, on est 3 techniciens, un technicien pour le radar, un technicien pour les communications et un technicien pour le système, qui mettent en œuvre leurs moyens pour que du coup tout l'équipage puisse travailler à l'arrière. Donc en fait c'est assez complet parce que finalement on a un métier qui contient 2 fonctions, une fonction au sol, on est chef d'équipe, on est responsable de mener à bien les missions que nous confient nos chefs, et puis de temps en temps on monte dans l'avion et on assure ces missions. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un métier qui est très riche parce qu'on se retrouve en fait à travailler avec des gens de tous les métiers en fait. Moi, je côtoie du coup aussi bien des pilotes, des navigateurs, des mécaniciens navigants, des techniciens, des contrôleurs aériens. En fait, c'est un petit peu un microcosme de l'armée de l'air dans l'armée de l'air. Du coup, c'est très riche. Il y a des gens de tout grade et de tous horizons. Évidemment, comme le disait Madame Charrier, c'est l'avantage, après ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est des métiers où finalement il n'y a pas de routine en fait. On prévoit cette journée, en général c'est la journée qu'on ne fera pas. Voilà, mais c'est vraiment des métiers où la dimension humaine est vraiment importante, quoi. Moi je trouve que c'est ce qui fait vraiment cette richesse. Alors évidemment, il faut aussi savoir s'adapter à tout ça, il faut être disponible et à l'écoute de ses équipes pour que ce travail en équipage fonctionne bien. Mais je la rejoins aussi sur le côté opportunité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une carrière, finalement, c'est surtout des rebondissements, des changements, savoir s'adapter pour pas avoir peur de saisir les opportunités qui se présentent. Voilà, du coup, moi, je me rappelle, je suis rentrée à 21 ans avec mon diplôme d'informaticienne. Je me retrouve aujourd'hui avec la possibilité de travailler dans un avion. C'était pas du tout couru d'avance. Et donc, voilà, forcément, on a toujours peur quand on nous propose une nouvelle opportunité, mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de regarder le chemin qu'on a parcouru depuis le jour où on a poussé la porte de l'institution, dire que finalement, on a franchi beaucoup d'étapes et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas capable de réussir les prochaines opportunités qui se présentent à nous. Voilà. D'accord. Est-ce que vous pourriez nous donner 1 ou 2 exemples de tâches très concrètes, très concrètement que vous êtes amené à faire pour qu'on comprenne un petit peu mieux? Vous parlez des missions de l'escadron en particulier? Ou de ce que vous faites vraiment, oui, des missions un peu, ou des tâches emblématiques un peu que vous faites au quotidien. Alors, moi, du coup, ce qui me concerne, en fait, c'est, on va dire, le travail qu'on fait, c'est s'entraîner pour appuyer les opérations aériennes, en fait. Donc, on a aussi bien des missions, en fait, d'appui, aussi bien de combat aérien. Donc, par exemple, on va décoller, on va rester au-dessus du territoire français, juste pour que les autres escadrons de chasse, par exemple, s'entraînent, fassent des simulations de combat. Il peut aussi y avoir des... Excusez-moi de vous couper, mais du coup, votre rôle à vous là-dedans, dans cette opération-là,
concrètement, en tant qu'informaticienne? Ouais, du coup, concrètement, en fait, quand l'avion décolle, c'est allumer le système informatique, parce que du coup, c'est comme, on va dire, comme je dis, une sorte de centre de détection de contrôle, enfin une sorte de tour de contrôle, où, pour que le contrôleur aérien puisse voir où sont les avions de chasse et où sont les menaces, etc. Il a l'ordinateur qu'il a devant lui. Et donc, en fait, voilà, moi, concrètement, mon travail, c'est leur donner les moyens de travailler et de mener à bien leur mission. En fait. D'accord. Ok. Très bien. Très, très bien. Est-ce qu'il y a des questions sur ce métier? Je regarde le chat, il n'y a rien pour l'instant. Est-ce que quelqu'un veut des précisions? Non, rien de particulier pour l'instant. Si, Madame Galvin-Gauthier, on vous écoute. Quand vous avez passé votre entretien, quand vous êtes rentré du coup au tout départ, il y avait combien de candidats? Il y avait beaucoup de femmes qui étaient représentées ou pas forcément? Alors en fait, c'est vrai qu'on passe les entretiens en même temps que d'autres personnes. En fait, c'était plusieurs. Ce jour-là, en fait, il y avait plusieurs postes, donc je ne me rends pas trop compte. Mais clairement. J'espère que maintenant que j'ai fait le mail, ça va plus bugger. Pardon. Mais du coup, pour ce poste-là, en fait, effectivement, j'étais qu'avec des hommes, en fait, pour des profils justement de sortie d'école d'ingénieur, en fait. Donc je me disais, il n'y a que des hommes qui sortent d'école d'ingénieur. Moi, j'arrive là avec ma licence pro, donc j'y croyais pas trop. Et finalement, apparemment, c'est ce qui a plu pour mon profil, c'est que je proposais quelque chose de différent. Et donc, ils ont misé finalement pour une fois sur quelque chose de moins typique que, entre guillemets, des fils d'officiers qui sortent d'école d'ingénieur. C'est rigolo, en fait, finalement, parce que contrairement à Madame Charrier, moi, je n'avais pas du tout de gens dans ma famille qui étaient militaires. Et donc, finalement, j'avais en face de moi des gens qui étaient très formatés depuis tout petit. Et donc, sûrement, je ne pensais pas forcément avoir de chance. Voilà. Et du coup, j'ai une autre question. Quand vous étiez sur votre premier poste, où il me semble que vous aviez 17 hommes sous vos ordres, au niveau justement pour pouvoir mettre en place l'autorité, est-ce que ça se fait naturellement ou est-ce que ça a été compliqué? Alors, du coup, c'est vrai que c'est pas ce qui est le plus facile parce que je dirais déjà, on peut pas être autoritaire, on peut pas crier. Voilà. Il faut savoir remettre quelqu'un à sa place sans crier. Parce que moi, j'avais une chef qui criait beaucoup et passait un peu trop hystérique. Je me dis bon, déjà, ça va pas marcher, il faut pas le faire. Je sais que du coup, moi, je m'étais tournée vers mes adjudants chefs, en fait, qui sont des gens qui sont un peu plus anciens, un peu plus expérimentés. Et du coup, j'en avais 3 avec moi et je leur avais dit bon, voilà, pendant quelques temps, clairement, il va falloir que je m'appuie sur vous pour que ça fonctionne. Et puis, forcément, des fois, je n'hésitais pas à demander conseil à des collègues ou autres. Voilà, de toute façon, on essaye, on voit ce qui marche et ce qui marche pas. Mais oui, je pense que c'est des ajustements. Voilà, tant qu'on est juste, qu'on essaye. Moi, je me suis dit, finalement, j'ai pas trop d'exemples. Alors, je vais essayer d'être le chef que j'aimerais avoir. Ce sera déjà pas mal. Et puis après, on verra si ça suffit. Très bien. Y a-t-il d'autres questions? Rien dans le chat. Bon, de toute façon, il n'est jamais trop tard pour poser des questions. On va je vais donner la parole à Madame Guignot, qui est donc surveillante pénitentiaire. Bonjour. Donc, je m'appelle Françoise Guignot, j'ai 36 ans, je suis rentrée dans l'administration pénitentiaire il y a 14 ans. Je suis donc surveillante pénitentiaire. C'est un concours catégorie C, donc ça veut dire qu'il faut avoir au minimum le brevet des collèges pour pouvoir passer ce concours et 18 ans. C'est un métier très très riche, peu connu. Donc, j'ai commencé à travailler en détention pour femmes après 6 mois d'école. L'école se trouve à Agen. Il y a une seule école en France, donc on appelle ça l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire. On fait partie du ministère de la Justice. On est la 3e force de sécurité de France, après la police et la gendarmerie. Et donc, après 6 mois d'école, j'ai été affectée à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis au quartier femmes. Mais quand on est surveillante pénitentiaire femme, on peut travailler aussi bien en détention femme qu'en détention homme. Donc, je suis restée 1 an à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Donc, j'étais surveillante d'étage. Donc, à ce moment-là, on gère le quotidien des détenus.
Donc, ça commence le matin où on va faire l'appel, c'est-à-dire on va faire le tour de toutes les cellules pour vérifier que toutes les personnes dans les cellules sont vivantes. C'est assez important pour nous de voir que tout le monde va bien au réveil à 7 heures. Et ensuite, on va organiser la journée de détention. Donc, en maison d'arrêt, les portes des cellules sont fermées. Donc, les détenus, pour sortir de la cellule ou pour rentrer dans leur cellule, ont forcément besoin du surveillant. Et donc, on va gérer les mouvements pour aller à la douche, puisqu'il n'y a pas de douche en cellule dans plusieurs prisons en France. Les nouvelles prisons, depuis le début des années 2000, sont avec des douches en cellule, mais toutes celles construites avant, ce n'est pas le cas. Et puis, il y a les personnes détenues peuvent travailler. Donc, on va organiser les mouvements pour aller aux ateliers, pour aller en formation, puisqu'ils peuvent suivre des formations, des activités. Et donc, on va gérer tous ces mouvements en tant que surveillant d'étage. Mais il n'y a pas que le surveillant d'étage, j'en suis la preuve, puisque depuis 9 ans, je mets les bracelets électroniques aux gens. Et donc aujourd'hui, j'ai ressorti l'uniforme, il a fallu que je le cherche, parce que ça fait 9 ans que je ne porte plus l'uniforme, puisque je travaille dans ce qu'on appelle le milieu ouvert. Voilà. Et donc, après une année à Fleury-Mérogis, donc j'ai travaillé au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand, c'est la prison de Saône-et-Loire, le département juste à côté de vous. Et donc là, j'étais en détention homme. Donc, je pouvais être surveillant d'étage, mais on va aussi surveiller ce qu'on appelle le périphérique. Donc, il y a des miradors. Donc, c'est des postes où on va être 2 ou 3 heures dans un endroit assez petit, où on va surveiller qu'il n'y ait pas d'intrusion à l'intérieur de la prison et que rien ne sorte non plus de la prison. On va gérer aussi il y a d'autres postes à l'intérieur d'une prison. On peut être le surveillant qui va gérer l'infirmerie, donc qui va recevoir les détenus qui viennent à l'infirmerie et gérer les flux de ces détenus patients et des soignants qui viennent. On peut être surveillant aux quartiers sociaux. Donc, le quartier social, c'est là où les détenus vont pouvoir rencontrer leurs conseillers et aussi aller à l'école, aller en formation. Il y a la bibliothèque, il y a tout ça à gérer et plein d'autres activités, j'en oublie, désolée. Il y a aussi un surveillant qui se trouve aux cuisines, il y a un surveillant qui se trouve aux ateliers. Enfin, voilà. Donc, moi, ça fait 16 ans que je fais ça. Je n'ai pas encore trouvé la routine. Il n'y a pas une journée qui ressemble à une autre. C'est extrêmement riche dès qu'on travaille avec de l'humain. Alors, en effet, aujourd'hui, on travaille toutes dans des métiers de la sécurité, mais on travaille toutes avec de l'humain. Et c'est très, très enrichissant. Donc, je ne regrette pas du tout mon choix. Ce n'était pas du tout ma voie au départ. Moi, je voulais être anthropologue. Donc, voilà. Et après le bac, eh bien, ma vie a fait que je me suis mariée. Je me suis mariée avec un surveillant. J'avais envie de travailler. Et donc, du coup, j'ai passé le même concours que lui pour pouvoir travailler avec lui. Et voilà. Donc, je ne regrette pas du tout. Et donc, il y a ce travail en détention. Et donc, depuis le début des années 2000, il y a le bracelet électronique qui est mis en place. Donc, c'est la prison à la maison. Et pour ça, les services pénitentiaires avaient besoin de surveillants pour aller chez les gens installer le matériel. Donc, c'est moi qui vais installer la mesure de prison à la maison chez les personnes. Donc, je ne viens pas en uniforme, je viens toute seule, je ne suis pas armée. Je viens en civil avec un sac à dos. Voilà. Et je leur installe le dispositif. Et en plus de faire cette visite à domicile, bien sûr, c'est pas je viens brancher ma box et puis je m'en vais, c'est pas du tout ça. On vient aussi les accompagner. Donc, il y a tout un travail de pédagogie qui est très important aujourd'hui dans mon travail. C'est la plus grosse part, en fait, de mon travail, cette pédagogie auprès de nos publics pour qu'ils acceptent la mesure et qu'ils la respectent. Donc, voilà, il y a un gros travail là-dessus. J'ai suivi beaucoup de formations internes, puisque moi, j'ai qu'un bac général. Donc, j'ai dû me former sur le tas, sur les maladies les maladies psychologiques, puisqu'on a un public quand même qui est un peu particulier. Donc, savoir se comporter en face de personnes qui souffrent voilà, psychologiquement. Et puis... on peut tenir des heures avec des anecdotes. Régulièrement, j'emmène des gens avec moi pour leur montrer ce que je fais et le trajet en voiture est très riche parce qu'on leur raconte toutes les anecdotes qu'on peut voir. On peut, dans la même journée, aller poser un bracelet dans un château et dans une caravane et la troisième visite dans un appartement où la personne souffre du syndrome de Diogène et ça fait 4 ans qu'elle n'a pas vidé ses poubelles. Voilà, on a tout. Et ça, on peut le vivre dans la même journée. Donc,
Je vois qu'il y a une question, est-ce que c'est un métier où il faut du caractère ou grâce aux formations, tout le monde peut postuler? Alors, j'ai pas un caractère très fort, vraiment. Dans le privé, je suis quelqu'un de très doux, très calme. Au contraire, il faut un caractère dans le sens où il faut savoir avoir une carapace pour se protéger. Mais étant une femme et essentiellement travaillant en détention homme, j'ai jamais opposé mon autorité avec une force physique ou avec les gros yeux. Ça ne fonctionne pas. Si je vais au rapport de force avec un homme, que ce soit sur une coursive où on peut se retrouver seul avec 60 personnes autour de nous et c'est tous des détenus et on est tout seul face à eux, ça ne fonctionne pas puisqu'ils vont gagner. Enfin, si on arrive à l'affrontement, je vais perdre. Donc, il faut asseoir son autorité de façon très pédagogique. Et l'empathie et l'observation sont les 2 premières qualités d'un surveillant. Clairement. Si on comprend ce que vit l'autre, sans se mettre à sa place, hein, à aucun moment, moi, je me mets à leur place parce que je n'ai pas de parcours délinquant. Mais j'arrive à comprendre, et avec l'expérience, ça vient très rapidement, on arrive à comprendre qui est l'autre et pourquoi il est comme ça, pourquoi il réagit comme ça. Un exemple très concret, un jeune homme de 22 ans qui a été un peu... une éducation très, très lâche. Alors, lâche, pas dans le sens lâcheté, hein, vraiment qui va à volo, et ben, il ne sait pas dire bonjour, il ne sait pas dire merci, il ne sait pas dire s'il vous plaît. Donc, quand il va faire sa demande, lui, à chaque fois qu'il a dû obtenir quelque chose, il l'a obtenu par la violence ou par l'agressivité. Donc, de façon automatique, il va vous agresser verbalement pour obtenir ce qu'il veut. C'est à nous de lui montrer que s'il se calme et qu'il formule sa demande calmement, il aura plus de chances de l'obtenir. Et voilà, c'est un travail quotidien, vraiment. Et c'est là où on travaille dans la réinsertion. La mission du surveillant, c'est réinsérer et faire exécuter les peines de justice, donc de surveiller. Mais la réinsertion va passer par ça. Madame Barthélémy, qui se présentera après, est conseillère pénitentiaire d'insertion de probation. Et donc, elle va accompagner les gens dans la réinsertion de façon beaucoup plus concrète. Mais si le surveillant à l'étage, le matin, n'encourage pas la personne détenue à se lever, à aller prendre sa douche, à prendre soin de lui, à manger sainement, à faire du sport. On les encourage à faire du sport, à aller à la bibliothèque, à s'interroger ce qui se passe autour et pas passer 23 heures devant une PlayStation, puisqu'ils ont les consoles de jeux en cellule. Eh ben, si nous, on ne fait pas ça, ma collègue CEPIP à côté, ma collègue conseillère à côté, elle ne pourra pas lui dire il faudrait commencer à rechercher des formations quand vous allez être dehors. Ils n'arriveront pas à se projeter. Donc, on a aussi une mission de réinsertion qui est vraiment du pratico-pratique pour qu'après, les collègues, eux, puissent aller plus dans le fond des choses, travailler le sens de la peine et tout ça. Et donc, moi, aujourd'hui, je travaille aussi toujours dans la réinsertion puisqu'on travaille dans le sens de la peine. Moi, je parle très peu de pourquoi ils ont le bracelet. Ça ne me regarde pas et du coup, on est assez extérieur à ça. Je sais pourquoi ils ont le bracelet, mais ce n'est pas mon boulot de leur en parler. Par contre, moi, ils ont 9 mois de bracelet à faire, par exemple. Et ben, il faut que ces 9 mois se passent bien et qu'on arrive à concilier leur vie de famille, leur vie professionnelle avec une mesure de justice. Voilà. D'accord, merci Madame Guignon, c'était très très clair, très intéressant. Merci Madame Guignon. Madame Barthélémy, vous voulez prendre la parole s'il vous plaît? D'accord. Alors, donc, je me présente. Donc, je suis conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et également chargée de la promotion des métiers pénitentiaires. Donc, ça veut dire aussi que si vous êtes intéressé pour avoir des informations sur les métiers, aller un petit peu plus loin, sachez qu'on est disponible pour vous et qu'on a un local qui est dédié à la promotion des métiers qui se trouve sur la direction interrégionale, sur Dijon, sur le site de Dijon. En tout cas, on est disponible pour vous si vous souhaitez plus d'informations. Alors, donc, moi, mon métier de conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, ma collègue a déjà expliqué les choses. Peut-être juste préciser que là, on présente les métiers de la sécurité, que nous, notre particularité, c'est qu'on dépend du ministère de la Justice. Donc, on intervient toujours parce qu'une personne a été condamnée ou va être condamnée par la justice. Et la mission de l'administration pénitentiaire, c'est de faire en sorte à ce que cette peine, ce temps de la peine soit un temps utile. Donc, voilà, c'est pour ça que le CEPIP, il a une mission de réinsertion et de prévention de la récidive. Et puis, on a aussi à faire en sorte, on est en charge des personnes, on est responsable de ces personnes, donc faire en sorte à ce que cette peine soit exécutée dans les bonnes conditions ou les meilleures possibles. Hein, donc, c'est-à-dire que, par exemple, on fait de la prévention du suicide en détention. Hein. Et puis, on doit s'assurer aussi de limiter maximum les évasions, puisqu'on doit s'assurer de la bonne sécurité des citoyens aussi dans cette mission de sécurité.
Alors, le CEPIP, sa particularité, c'est effectivement vraiment d'aller travailler plus sur le fond des choses pour amener la personne à réfléchir de qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, elle a commis un crime ou un délit, de façon à ne plus recommettre de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. Et on va travailler sur le fond, en fait, sur la responsabilité de la personne. Après, au quotidien, c'est assez complexe, parce qu'on a, ce que disait ma collègue aussi, on a des personnes à prendre en charge qui ont des problématiques qui des fois sont très nombreuses, des problématiques sociales, des problématiques familiales, des problématiques médicales, de soins. Donc, parfois, la problématique, ça peut être une problématique d'addiction à l'alcool et que il faut passer par une démarche de soins. Donc, nous, on a un cadre judiciaire, on s'appuie sur ce cadre-là, et que ça peut prendre du temps, et que le temps de la justice n'est pas forcément le temps du médical. Donc, ça fait un métier qui, des fois, qui est aussi complexe, mais qui est très riche, parce que là, on est vraiment dans l'humain. Au quotidien, c'est très important. Et puis, on est aussi un métier jeune qui a beaucoup évolué sur toutes ces dernières années. Donc, à la différence de l'assistante sociale ou de l'éducateur, on est souvent peu identifié, mais parce qu'on est jeune. Donc, on a cette chance, on a accès à beaucoup de formations. On s'est beaucoup inspiré, par exemple, des modèles québécois. Mais enfin, l'idée, c'est d'avoir plein d'outils qu'on va acquérir au cours de sa carrière professionnelle pour pouvoir, quelque part, être de plus en plus efficace et de pouvoir répondre vraiment aux personnes. On a toujours en tête le principe de l'individualisation de la peine. Ça, c'est vraiment un axe important. Préciser aussi, donc c'est un métier où aussi on écrit quand même beaucoup puisqu'on rend compte au juge d'application des peines, on a un peu une mission d'expertise, on doit évaluer un petit peu la prise en charge en lien avec la personne, donc c'est aussi, il faut aimer écrire dans notre métier. Chose importante aussi au sein de l'administration pénitentiaire, on peut commencer surveillant, évoluer très vite et accéder à plein de métiers. Là, on ne va pas avoir le temps de vous présenter tous les métiers, mais au bout de 4 ans, une surveillante peut passer conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation et sans condition de diplôme. La première condition de diplôme, c'est le brevet des collèges et ensuite, on peut avoir un niveau Bac+3 puisque c'est conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. Et puis, on peut devenir directeur aussi. Donc, il y a vraiment une politique du ministère qui va dans ce sens-là et qui est très riche. Par exemple, pour le métier de CEPIP, la moitié des recrutements quasiment se fait en interne. Donc, c'est aussi bien de le savoir. Voilà, je pourrais encore dire beaucoup, mais je crois que le timing soit quand même très serré. Donc, c'est juste une invitation à soyez curieux et n'hésitez pas à venir nous rencontrer, échanger, parce qu'on a, on a encore beaucoup de matière. Voilà. Très bien, merci Madame Barthélémy. S'il n'y a pas de questions, ah oui, Madame de Martin-Pré dit je ne pourrai pas trop dépasser 17h, donc on vous écoute Madame de Martin-Pré et donc la marine. Allez-y. Je suis désolée, logistique enfant. En fait, alors je vais commencer par me présenter. Donc, j'ai fait une école de commerce. Ensuite, j'ai fait encore d'autres études et puis j'ai fait une préparation militaire supérieure. Donc, c'est un samedi sur 2, enfin 9 samedis dans l'année où on découvre la marine. Et après, on peut éventuellement devenir réserviste ou s'engager. Donc, moi, j'ai décidé de prendre un contrat comme volontaire officier aspirant. Donc, c'est un contrat d'1 an renouvelable. Ça m'a permis de découvrir un peu plus la marine. Et ensuite, j'ai versé dans la réserve. Donc, j'étais dans la communication. Et puis, en fait, j'avais plusieurs contrats de réserviste à l'époque. Et puis, j'ai fait d'autres choses avec l'OTAN. Ensuite, j'ai fait une longue pause. Et puis, je suis revenue dans la région. Et on m'a proposé de refaire de la réserve à la préparation militaire marine. Et donc, c'est ce que je fais actuellement à Nevers. Je suis le chef de centre de la préparation marine. Et donc, ça s'adresse à des jeunes qui ont entre 16 et 21 ans. Pareil, c'est 9 samedis dans l'année pour découvrir la marine, plus une semaine à Brest où on va rencontrer entre guillemets des vrais marins et où les jeunes pourront poser des questions sur les différents métiers de la marine. Donc, en fait, alors comme votre public sont plutôt des personnes qui ont autour de 16 ans, il y a plusieurs filières pour entrer dans la marine. D'abord, la marine, c'est à peu près 40 000 marins, 10% d'officiers à peu près et 55% d'officiers mariniers, 20% d'équipage. Les officiers, pour comparer avec le civil, ce sont les cadres. Les officiers mariniers, alors ce sont les sous-officiers, mais vraiment des experts dans leur domaine. Et puis après l'équipage, ce sont les ouvriers qualifiés, si on veut.
Et puis, on a aussi des civils qui travaillent pour la marine. On est, comme vous l'avez dit au début, 15% de femmes. Et donc, par exemple, si on a 16 ans, on peut commencer à s'engager comme matelot de la flotte. Donc, c'est à partir du niveau 3e, avec un brevet des collèges validé jusqu'à bac. Il faut avoir à peu près 17 ans et jusqu'à 30 ans. Et donc, vous avez 1 an de formation à Brest ou à Cherbourg. Vous êtes logé, nourri, habillé. Et puis, vous avez de l'argent de poche. Bon, c'est 80 € par mois. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est de l'argent de poche. Et vous engagez pour un premier contrat de 2 ans à 4 ans. Et là, vous avez différentes spécialités. Ça peut être soit embarqué, soit auprès des avions, soit auprès des sous-marins, pour faire simple. Ça peut être dans la restauration, ça peut être fusilier marin, ça peut être dans la bureautique, c'est-à-dire tout ce qui est secrétariat. Et puis une spécialité à laquelle on ne pense pas, c'est aussi musicien de la flotte, parce qu'on recrute aussi des musiciens. Okay. Et puis, sinon, vous avez alors soit matelot, je vous avais dit, donc à partir du niveau 3e, soit comme officier marinier, ça c'est à partir du niveau bac. Et là, vous avez des spécialités qui demandent beaucoup plus de formation. Donc, enfin, vous avez 4 mois de formation et après, selon votre spécialité, vous avez dans telle ou telle école et la formation dure plus ou moins longtemps. Et comme c'est une formation qui est plus poussée, vous avez un premier contrat de 10 ans. Vous vous engagez pour 10 ans. Et donc là, vous avez des métiers comme détecteur surface, sous-marin, aérien, électronicien d'armes, mécanicien naval ou d'armes, des spécialités dans l'énergie nucléaire, l'aéronautique, la guerre électronique, etc. Vous avez d'autres spécialités, ça peut être plongeur des mineurs, marin-pompier, fusilier marin. Voilà, il y a énormément de spécialités. Il y a plus d'une 50aine de métiers avec d'autres spécialités. Et puis, on ne pense pas aussi, dans la marine, on recrute beaucoup de cuisiniers, par exemple. Ça peut être pas mal d'être cuisinier et puis de voyager, embarquer, y compris dans les sous-marins. Les meilleurs cuisiniers, d'ailleurs, dans la marine sont dans les sous-marins. On peut être contrôleur aérien. On retrouve ça dans l'armée de l'air, d'ailleurs. On peut faire gestion des ressources humaines. Voilà. Enfin, il y a vraiment beaucoup de métiers différents. Et alors, je vous parle un peu plus spécifiquement du métier de pilote, par exemple. Vous avez une pilote de chasse, pilote multimoteur ou pilote d'hélicoptère. Donc, pour toutes ces personnes, vous avez un tronc commun. Et ensuite, selon ce que vous préférez comme objet volant, on va dire, vous suivez une formation différente. Et puis, on connaît souvent aussi les marins-pompiers de Marseille. Donc ça, c'est une formation spécifique. Ce sont des marins qui restent à terre, qui sont rattachés à la marine, mais qui restent à terre et au service de la population. Il existe aussi les marins-pompiers de la flotte. Eux, ce sont des pompiers qui, eux, embarquent. Donc, ils partent en mer avec les bâtiments de la marine ou bien ils restent sur base quand c'est une base aéronavale. Et puis, une autre spécialité qu'on connaît souvent, c'est les fusiliers commandos. Et donc là, pareil, il y a possibilité de s'engager à partir de 16 ans par l'école des Mousses ou bien par Mestrance. Et donc ça, c'est à partir du niveau bac. Voilà. Et puis après, il y a aussi tout ce qui est recrutement officier. Ça ressemble plutôt à un recrutement d'ingénieur. Donc c'est pareil, c'est sur concours avec prépa, etc. Et puis, vous avez comme officier sous contrat, vous avez des contrats longs et des contrats courts. Mais voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Pour vous renseigner, en fait, le plus simple, c'est d'aller au service de recrutement des armées, dont ma collègue de l'armée de l'air vous a parlé tout à l'heure, les CIRFA. Et là, en fonction de ce que vous aimez faire ou aimeriez faire, vous avez une multitude de possibilités. Voilà. Très bien, merci Madame de Bartin-Pré. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bon, mais on va terminer avec Madame Cobé, le métier de gendarme. Donc, bonjour à tous, donc moi je m'appelle Anaïs Cobé, j'ai 23 ans, je suis en gendarmerie, ça va faire maintenant 5 ans. Donc, je ne vais pas pouvoir présenter toute la gendarmerie et toutes les spécialités, ça va être très long. Donc, je vais présenter uniquement donc, moi, mon parcours et ma spécialité. Donc, moi, je suis rentrée gendarme adjoint volontaire à 18 ans. Donc, le jour où j'ai eu mon bac, j'ai passé le concours GAV. Donc, j'ai fait 3 mois d'école à Fontainebleau en tant que gendarme adjoint volontaire. Donc, sortie de cette formation-là, j'ai pu choisir mon affectation grâce à mon classement. Donc, j'ai atterri en Corse
Donc, j'étais en Haute-Corse, j'étais en brigade territoriale. Donc là, c'était vraiment du travail, on va dire le travail pur gendarmerie, donc tout ce qui est accueil du public, police judiciaire, vraiment basé sur ça. Donc, durant mon temps de présence en unité en tant que gendarme adjoint volontaire, je me suis inscrite au concours sous-officier de gendarmerie, donc par la voie interne, parce qu'il faut savoir que pour passer le concours sous-officier de gendarmerie, il y a 2 voies. Il y a la voie interne et la voie externe. Donc, la voie externe, c'est pour tout personnel civil ou militaire, hein, les 2 sont acceptés. La voie interne, c'est uniquement tout ce qui est militaire. Donc, gendarmes, réservistes, gendarmes militaires, armées de terre, enfin, voilà, tout ce qui est vraiment militaire. Donc, j'ai passé mon concours que j'ai eu du premier coup. Donc là, j'ai effectué à l'issue 9 mois de formation en école à Châtelain. Donc, formation militaire, hein, où on apprend vraiment la rusticité militaire et également vraiment le métier de gendarme. Donc, à l'issue de mes 9 mois d'école, donc j'ai choisi mon affectation. Donc, moi, je voulais, ça me tenait particulièrement à cœur d'intégrer une unité sécurité routière, sachant qu'à l'époque, ce n'était pas possible, en sortie d'école, en tant qu'élève gendarme, ce n'était pas possible d'atterrir en unité sécurité routière. Maintenant, c'est possible. Donc, j'ai atterri au peloton motorisé de la Charité-sur-Loire dans le 58. Donc, nous, en tant qu'unité sécurité routière, notre mission principale, c'est de lutter contre l'insécurité routière. Donc, on n'a pas forcément le bon rôle. On est, voilà, c'est nous qui sommes tout le temps au bord de la route. Mais après, je pars du principe que dans notre métier, il faut savoir faire preuve de beaucoup de discernement et de pédagogie notamment. Nous, on vise notamment surtout tout ce qui est des infractions génératrices d'accidents. Voilà, tout ce qui est comportement vraiment dangereux. Moi, je sais que pour ma part, je n'ai jamais eu affaire à de mauvais contrôles ou quoi que ce soit. On s'adapte toujours aux personnes qu'on a en face de nous, parce que les gens ne sont pas bêtes et comprennent. Après, on est également amené aussi à intervenir tout ce qui est sur gestion des flux, encadrement de manifestations, contrôle de coordination des transports, donc ce qui est du contrôle de poids lourds. Bon, il y a évidemment des contrôles vitesse, des contrôles alcoolémie, stupéfiants, tout ça. Et nous, notre secteur d'activité principal, c'est vraiment l'autoroute. Comme nous, on est une unité sécurité routière peloton motorisé, on est moitié piéton, moitié motard. Donc après, les piétons ont exactement la même mission. C'est de lutter contre l'insécurité routière et d'intervenir en cas d'accident. Donc voilà, nous, notre seule gestion d'intervention, notre seul facteur aléatoire, c'est vraiment l'accident. Du coup, tout ce qui est intervention sur l'autoroute. Donc par rapport à ça, il faut avoir un caractère assez, je dirais pas fort, mais il faut savoir résister aux situations. Parce qu'on est amené à avoir des choses qui ne sont pas forcément très belles. Je pense que les collègues pompiers pourront le confirmer. On travaille en relation avec eux. Savoir gérer et le facteur accident et le facteur familial qu'il y a autour, qui peut être très compliqué à gérer. Donc d'ailleurs, en école gendarmerie, on est préparé à ça, à avoir des images qui peuvent être choquantes et à apprendre à gérer surtout le facteur extérieur. Donc, je dirais que par rapport à ça, oui, on va dire qu'il faut avoir une force de caractère, il faut être assez résistant. Et ce qui est au travail, mais ne vient pas à la maison après. Donc, après, c'est une force de caractère qu'il faut avoir aussi, dans le sens où quand on est une femme jeune au bord de la route, on a du mal à être prise au sérieux. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois de tomber sur notamment des hommes plus âgés qui ont du mal à accepter l'autorité qu'on peut avoir. Après, c'est là où il faut faire preuve de pédagogie et de discernement, voilà, comme dans toute situation. Après, l'avantage, nous, c'est que dans notre métier, il n'y a pas de routine. On se crée nous, en tant qu'unité sécurité routière, on se crée notre travail au quotidien. On n'a pas de quota, on n'a rien du tout. C'est vraiment, voilà, on file de l'eau, au fil de la patrouille. On travaille toujours en patrouille, donc de 2 ou 3 généralement. Donc, on n'est jamais tout seul. Et on se crée notre activité, on se crée notre travail. Par exemple, moi, ce que je préfère, c'est la coordination des transports, donc tout ce qui est du contrôle de poids lourds. Moi, c'est ma spécialité, c'est ce que je préfère. Après, j'ai d'autres collègues avec qui je travaille qui, eux, ont d'autres spécialités, on va dire. Mais l'avantage en unité sécurité routière, c'est qu'on suit une formation à Fontainebleau de 3 semaines
qui est complémentaire avec celle des motards pour que vraiment on ait la même formation que eux. Parce qu'eux, ils ont 3 mois, les motards, pour effectuer leur formation. Nous, en tant que piétons, on effectue 3 semaines en commun avec eux pour avoir les mêmes bases, le même socle. Donc par rapport à ça, il n'y a pas de différence. Il y a des femmes motocyclistes aussi, donc pour ma part, je ne souhaite pas l'être. Mais il y a également aussi des femmes qui font la formation motocycliste. Donc l'avantage, voilà, c'est qu'il n'y a pas de routine, on se crée notre activité. Bon, il y a toujours le facteur aléatoire, l'intervention, mais il n'y a pas de routine, on se crée vraiment le travail qu'on a envie de faire. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. Après, bon voilà, en tant que gendarme, on reste militaire, donc on a un logement de fonction. On est soumis à des astreintes, donc des astreintes de 24 heures. Donc, ben là, on peut ne pas dormir pendant toute la nuit, ça arrive. ça arrive souvent. Après, il faut faire preuve de disponibilité, mais maintenant, avec les avancées qu'il y a eu, notamment tout ce qui est aménagement des temps horaires, tout ça, on a quand même beaucoup de liberté où on peut avoir une vie de famille. Bon, moi, je n'ai pas encore d'enfants pour ma part, mais j'ai des collègues à moi qui ont des vies de famille bien remplies et qui s'en sortent très, très bien. Des personnels féminins également qui s'en sortent très, très bien. Donc voilà. D'accord. Il y a une question, mais je pense que vous l'avez déjà évoquée en début de présentation, mais la personne n'était peut-être pas connectée. Quel diplôme pour devenir officier de gendarmerie? Alors, pour devenir officier, oui. Alors, donc, je sais, donc pour faire gendarme adjoint volontaire, il n'y a pas besoin de diplôme particulier. Dans tous les cas, il faut avoir 18 ans. Hein. Pour faire sous-officier de gendarmerie, il faut au minimum un baccalauréat. Et pour faire officier de gendarmerie, il faut un bac plus 3. Bac plus 3, très bien. Voilà. Et la majorité, évidemment. Très bien. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans la gendarmerie? Alors, bon, moi, au départ, ce n'était pas du tout mon plan de carrière. Donc, moi, je suis passionnée d'équitation. Donc, de base, je voulais travailler dans le milieu du cheval. Et puis, au fur et à mesure, donc, notamment quand je suis arrivée au lycée avec toutes les conférences qui sont mises à disposition, donc tous les forums, tout ça, j'avais découvert du coup la gendarmerie. Et ce qui m'intéressait, moi, de base, c'était la garde républicaine, notamment, à cheval. Donc, c'était pour ça que je suis rentrée en gendarmerie à la base. Donc j'avais préféré passer par la voie de gendarme adjoint volontaire pour être sûre de moi. Ça permet vraiment de découvrir le métier, de toucher vraiment aux bases et de prendre de l'expérience. Moi, c'est quelque chose que je conseille de faire, de faire gendarme adjoint volontaire. Ça permet vraiment d'avoir un premier pied dans l'institution et d'arriver en tant que sous-officier après plus sûr de soi, on va dire. Mais voilà, moi au départ, mon projet c'était la garde républicaine. Et puis au final, après j'ai rencontré mon conjoint qui est également gendarme. Et du coup, de fil en aiguille, le parcours est un peu dérivé. Mais au final, j'aime ce que je fais. Voilà, la sécurité routière, c'est vrai que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Donc voilà, au départ, c'était plus pour lier ma passion avec mon travail. Et au final, voilà, je suis arrivée là où j'en suis et je suis très heureuse comme ça. Donc, Très bien. Et il y a une autre question. Est-ce qu'il y a des diplômes plus recherchés que d'autres dans la gendarmerie? Alors après, c'est plus si on veut vraiment se spécialiser. Donc, un bac, pour entrer sous-officier de gendarmerie, un bac suffit. Oui. Après, plus il peut y avoir des qualifications, mieux c'est. Donc, par exemple, je donne un exemple. Celui qui veut faire motocycliste, s'il a déjà un permis moto, c'est sûr que c'est un plus. En école, il pourra déjà passer les tests moto. Notamment, je sais qu'en école, nous, on avait eu le cas, certains qui voulaient des spécialités montagne. Donc, il y en a, ils ont déjà des diplômes de guide montagne ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est des qualifications qui leur permettent d'être sûrs à 100% d'avoir leur spécialité. Ou pilote d'hélicoptère, enfin voilà, il y a plusieurs spécialités comme ça, ou des diplômes particuliers, comme par exemple l'équitation. Moi, je sais que j'ai mon GALE 6, c'est ce qui m'aurait permis, si je voulais, de pouvoir entrer à la garde républicaine. Donc après, c'est plus si on veut une spécialité vraiment bien définie. C'est plus les diplômes complémentaires vont servir. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, pas de questions particulières. Du coup, Clémence, peut-être tu peux mettre le lien pour le questionnaire de satisfaction. Et puis, s'il n'y a pas d'autres
d'autres questions, on va conclure. Ou s'il n'y a pas, mesdames, si vous n'avez pas de message à ajouter, je voudrais vous remercier, mesdames, pour ce temps passé avec nous et pour ces présentations très, très intéressantes. Merci également d'avoir été là, Madame Galvin-Gauthier. Je vous rappelle les autres rendez-vous de cette semaine. Donc, demain jeudi, rendez-vous à 18h15 pour parler transport et logistique. Et puis, la dernière web rencontre, vendredi 18h15 également, sur le thème des nouvelles technologies. Alors, je voudrais remercier vivement les membres du comité de pilotage qui m'ont épaulé dans l'organisation de cette manifestation. Donc, le Bureau Information Jeunesse, les CIO de Cône et Nevers, la Chambre de métiers et d'artisanat, la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Nièvre, la Fabrique Emploi et Territoire et l'UMM MEDEF, et puis également Caroline Asensio qui, au nom de l'association Elle Bouge, m'a aidé à trouver des intervenantes. Et bien sûr, merci à nos financeurs, grâce à qui cette action peut avoir lieu, donc le Fonds social européen, la délégation aux droits des femmes et à l'égalité et le Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté. Voilà. C'était vraiment, encore une fois, très intéressant. On a appris beaucoup de choses et voilà, ça peut être très, très inspirant pour les jeunes filles. Et pour nous, c'est une matière aussi très intéressante à réutiliser, comme je vous le disais, lors d'interventions dans des collèges, dans des lycées, notamment. Voilà, mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions... Donc voilà, une personne qui dit merci beaucoup, intervention très intéressante. Voilà, écoutez, s'il n'y a pas d'autres messages de la part des professionnels ou d'autres questions, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous remercie encore une fois pour votre soutien précieux. Et je vous dis peut-être à une prochaine fois et peut-être dans des conditions meilleures en présentiel, c'est plus convivial. Merci beaucoup à toutes. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir, mesdames. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Madame Charrier. Au revoir.